Le diable a eu de nombreux sanctuaires dans nos campagnes. Il en possède encore quelques-uns. Mais la plupart sont aujourd'hui de vieilles bicoques, délabrées, perdues, dans la broussaille brûlée, jaunies, de la boue de soleil sèche. Oh, personne ne se hasarde à déranger leurs morts. Parfois, on ne sait comment, il s'en vante une. L'acquéreur, il faut que ce soit un étranger, n'a connaissance de la rumeur qu'une fois l'acte signé. Sa griffe sur le papier délie les langues au bar où il vient baptiser son achat d'un vin de pays. On évoque alors un très ancien propriétaire auquel les paysans s'adressaient en un temps où les médecins ne pouvaient soigner, faute de neuroleptiques, le moindre envoûtement. En échange de pouvoir, raconte un des anciens buveurs, l'homme aurait accordé son âme à la musique de l'enfer. Comme cette âme ne valait pas grand-chose, et qu'il demandait beaucoup au démon, il lui avait adjoint celle de sa fille. Charmante créature qu'il faisait bon, avant ce marché, voir gambader riante par les blés. Le visage de la gamine, dès ce jour, se ferma, pour que son esprit sans doute n'eût pas la tentation d'y retourner. C'était pitié que de la voir marcher triste et hébétée, toujours derrière un père ombrageux et sec. Certains autres buveurs se souvenaient encore d'un tel ayant vu l'homme renverser une charrette bondée de foin à distance, ou de tel autre affirmant qu'il avait enflammé un chien lancé à leur poursuite dans des circonstances sur lesquelles il préférait ne pas s'appesantir. Tandis que tous suaient sous le soleil de juin, à la moisson, un jour chez l'un, un jour chez l'autre, et malgré le travail et la chaleur, on ne s'ennuyait pas en ces occasions, lui seul, sans qu'on le vît fournir le moindre effort, du jour au lendemain, car une telle magie ne peut s'opérer que dans la nuit et le sommeil des braves, trouvait son champ rastoul, les blés passés au vent et la paille liée. Mais il restait étranger à toute fête, n'était l'hôte d'aucune table, d'aucune paillarde réjouissance. Ainsi, le raisin vendangé dans le silence des rayons néfastes de la lune donne un vin triste à boire. À la fin de l'histoire, il mourut après avoir glissé du pont dans la rivière. Quelques années plus tard, à la même date, au même endroit, sa fille le suivit dans sa chute. Bien plus tard encore, un valet de ferme, surpris par la nuit sur le chemin du retour, décida de dormir dans l'agonie de ce lieu. Il dut décamper en vitesse, malgré la fatigue, et racontait à qui voulait bien l'entendre et remplir son verre que de la cheminée, le diable avait pissé dans sa poêle alors qu'il s'apprêtait à faire revenir quelques légumes. On n'ajouta guère foi à la mésaventure de cet ivrogne qu'on savait toujours prêt à voir le malin dans le fond d'un verre vide. Néanmoins, depuis, personne n'a songé à y séjourner, ne serait-ce qu'une seule nuit. Sur le chemin, même, le soir tombé, vous ne croiserez pas un vagabond, pas un soûlard que le vin encourage. De là à dire que vous n'y ferez pas pour autant de mauvaises rencontres. Après avoir entendu toutes ces histoires, notre acheteur quitte le bar en riant de ses croyances folkloriques et s'en va marquer son territoire le long d'un mur. Bientôt, on apprend qu'il envisage de construire une autre bâtisse sur son terrain, car dans la première, les choses n'en font qu'à leur tête.
Celui dans la casserole duquel le démon aurait uriné travaillait à la ferme de mes arrière-grands-parents. Originaire de Pologne, il avait quitté son pays en catastrophe pour se fixer ici après une longue errance à travers l'Europe. Encore un verre, et il devenait plus loquace. Quand lui-même avait voulu revenir sur un pacte contracté avec le diable, le malheur frappa à sa porte. Il ouvrit, et c'était une foule hostile qui se présentait pour le faire cuire en place publique. Il s'enfuit sans avoir pu reprendre son âme. Un chat de couleur noire le suivit. Il se prit d'affection pour ce compagnon de vagabondage, jusqu'au jour où il se rendit compte qu'il était seul à le voir. Il avait beau tempêter, gémir, supplier, le chat demeurait transparent à tout autre regard que le sien. Ce ne fut que lorsque la folie commença à se manifester à force de marches déboussolées, avec la seule présence de cet animal nonchalant, presque sympathique, auquel il se surprenait souvent à parler, que celui-ci cessa de se montrer. L'espoir naquit de son départ. Puis le temps, facteur de bonnes nouvelles, le réconcilia avec la vie. Il trouva le calme dans le domaine de mes aïeux, envisagea de se marier et de fonder une famille. C'est oublier que les chats peuvent parcourir des lieues et des lieues pour retrouver leur maître. Et le sien réapparut le soir de ses fiançailles. Tache noire sur le chromo de son bonheur simple. Il dut rompre. La détresse le précipita dans l'alcool, et bientôt dans la religion, sur le conseil de ceux qui, incrédules quant à l'existence de ce chat de malheur, le crurent en proie au mal du pays ou trop enclin à la triste bouteille. Mais lui ne démordait pas. Le chat le filait indolent, parfois furtif, ou bien jouant avec une ombre, moins amical qu'autrefois. Il ne dormait plus, dépérissait, travaillait avec peine. N'eût été la pitié de mes aïeux, il aurait repris le chemin des vagabonds. Les guérisseurs le sommaient de prier sans relâche, d'assister aux offices, de poursuivre, malgré les angoisses et les quolibets, une vie d'honnêteté et de labeur. Il lui assurait que seule sa détermination subjuguée par la foi pourrait vaincre l'acharnement du mal et que Dieu le reprendrait dans son troupeau. Finalement, le diable se révéla au valet afin de lui rendre son âme, à condition qu'il renonçât à tout commerce avec les femmes, quand bien même fût-il consacré par le mariage. Il accepta que sa vie devint ce purgatoire, et le chat disparut après avoir ainsi parlé. Longtemps après, veuf de n'avoir pu prendre épouse, orphelin de n'avoir pas d'enfant, vieilli, il pourchassait à grands cris les chats de la région. La nuit venue parfois, les enfants du village pénétraient dans sa maison pour l'aguicher et tracasser son sommeil. Enfiévré par l'alcool et le reflux de 40 années de sperme, on pouvait l'entendre gueuler, alors de très loin: « Satan, éloigne-toi, j'ai tenu bon, ça fait des lustres que tes pauvres tours ne m'abusent plus, je me suis repenti, Dieu est mon maître, depuis des années, je ne baise plus, je suis un ange. » Deux ou 3 ans après le décès de ce malheureux, je décidai de me retirer un automne dans cette demeure familiale dont il avait été le dernier occupant. J'y voulais écrire et lire, sans trouble faite, dans une sinécure et une solitude propice.
Ayant passé au cours d'une adolescence valétudinaire plus de temps chez l'exorciste que chez le médecin, et inquiété par la moindre allusion au surnaturel au point de n'en pas dormir, il ne m'était guère facile de m'isoler en cet endroit. Qu'importe. Mon goût pour la liberté prend toujours la main à mon naturel peureux. Oui, lièvre à part entière. J'installai donc ici, cadre début de siècle, idéal pour leur lecture, les 3 tomes Pléiades de Proust, ma machine à écrire électronique portative, et le kilo de feuilles nécessaire à la rédaction d'une dizaine de courts poèmes. Semaine d'automne paisible, sommes au gré des fatigues, dehors est un lieu de balade. Le week-end, les voisins qui font le tour de leur gazon en antiquité automobile après déjeuner sur table de jardin. Oh, la maman est charmante. Plus séduisante encore, longe le mur de la terrasse une Amazone solitaire en randonnée. Assis sur la rambarde, je joue quelques notes à son passage. Sourire. Côté sombre, les bruits la nuit, les chats, pas noirs mais dérangeants quand ils chassent. Et depuis 3 semaines, aucune amante. Des amis sont venus, avec leur joie, avec les instruments de leur joie. Concert vespéral sur la terrasse. Tout le village a afflué sur la route, curieux et pour gueuler. Public difficile qui fait la pluie et le beau temps. Nous avons arrêté de jouer sous une averse de cailloux. Plus tard dans la nuit, nous sommes allés battre le paysage en troupeau. Surtout ne pas dormir. Et vers le milieu de la nuit, nous ne sommes plus que 3 à fumer. Michel, sa sœur et moi. J'ai envie d'elle. Ne pas lui raconter des histoires de sorcellerie comme l'autre jour, quand lui faire peur m'a valu l'abstinence. De la poésie donc. Une auréole autour de la lune occupe tout un quartier de ciel. On s'imagine sans mal au fond d'un puits. Sabine compare à un saint. Je lui prends la main. Michel délire sur la Voie lactée, les quartiers malfamés de la lune, les seins percés d'étoiles, l'écoulement rouge du cul sanctifié. Je le moque, pas trop. C'est son frère, pas envie qu'elle m'échappe. Le mot de trop, c'est son style pour dire non. Elle veut du rêve. Nous entrons dans le lit, dans le corps, dans le sommeil, toujours par la porte de secours. Dans la chambre voisine, Michel accroche une corde au plafond avant de se coucher dans l'amour mandragore. De nouveau seul, plus seul encore. Le village me regarde de travers. Passage de flics, injonctions, espièglerie d'enfants, murmures d'adultes torves. Pas d'humeur à les affronter. Après 3 jours d'exil et de diète, je sors du bois. Chez l'épicier, je discute avec une jeune femme rencontrée la semaine précédente. Le tapage de l'autre soir a affolé tout le monde. Pendant 2 jours, les langues se sont emballées. Il n'a été question que de ça. Puis les langues se sont essoufflées. Les yeux gardent encore leur distance, les lèvres moins. Elle rit. Elle nous a trouvés marrants. « Vous allez rester ici longtemps ?» me demande-t-elle. « Moi, ça dépend d'un livre. »« Ah, vous êtes écrivain. »« La recherche du temps perdu. Ça commence par longtemps. »« Oh, moi, je ne serais pas rassuré de vivre dans la maison du vieux. »« Vous êtes locataire ?»« Non, propriétaire.
Vous connaissiez bien le polonais? Oh, qui ne le connaissait pas? Quand on était gosse, la nuit, on allait jouer les revenants sous ses fenêtres. C'était sa terreur. Et lui, il y croyait, et nous aspergeait d'eau bénite. Il disait qu'il n'avait plus rien à voir avec nous, qu'il appartenait à la Vierge et à son Fils. Passez donc un de ces jours, lui dis-je. Vous pourrez visiter la maison sans vous cacher. Oui, pourquoi pas? La terrasse a l'air agréable. Le soleil y donne. Vous me raconterez ce que vous écrivez. Oh, je vous lirai, promis. Elle est venue. Boissons froides et paroles chaleureuses sur la terrasse qui domine le village. L'Amazone aussi est passée, m'a fait un signe. Sa voix me reproche aimable. Pas de musique aujourd'hui? Sourire. Et bonne balade. Mon invité semble mal à l'aise et roule nerveusement son alliance entre ses doigts. Je lui propose d'aller visiter le parc, à l'abri des regards. L'ombriette à cette heure un peu trop fraîche. Nous rentrons. Martini, Berlioz. Je lui lis l'idylle des cerises devant un feu de fin d'après-midi. Discussion paisible. Déjà l'heure qu'elle s'en aille. Son mari. Ses yeux brillent. À bientôt. Je serai là. Et nos lèvres glissent de la joue aux lèvres. L'heure approche à laquelle l'Amazone repasse. Je m'assieds sur la murette du chemin. J'entends les branches se froisser. Ma cavalière est une brise de soirée dans l'été de la Saint-Martin. Elle ralentit, laisse son cheval trancher l'herbe longue en bordure du sentier. « Votre ami est parti ?» me demande-t-elle. Je lui réponds « Je vous offre un peu de repos et d'alcool ?» « Avec plaisir. » À l'intérieur, elle prend la guitare et joue en disant à voix douce le poème Cortège d'André Walter. Ensuite, je lui lis l'ouverture de Femme selon Solers. Le texte la fait rire. Je force la diction. Un baiser vient taire son rire sur ma voix. Musiques et lectures ponctuées de gorgées d'alcool et de caresses. « À tout à l'heure !» me lance-t-elle de son Pégase. Finalement, je dois encore me cacher pour venir ici, me dit Sylvie. Nous rions, et je pense à ma solitude entamée. Marie-Laure, la cavalière du dimanche. Sylvie, certaines après-midi de semaine. Michel, venu passer une dizaine de jours au vert. Il se cache un peu lui aussi, mais de moi. C'est ma condition. Chacun sa paix. Il dessine beaucoup, meuble pour un décor hors temps. Miné, jaloux, je crois, de ce qu'il appelle ma prétendue solitude, il est reparti avec Sabine de passage, que j'ai sauté pour l'occasion dans l'herbe touffue du jardin. Quelques secondes à peine. Vengeance, parce qu'elle a refusé de baiser sur la terrasse les seins à l'air face au village. Une de ces nuits, je lui réserve une bonne trouille, bien démoniaque. À coup sûr, son frère sera du jeu sans rechigner. Je pense aussi à Daniel. Personne de pire que lui pour dénicher les bons côtés des gens. En 2 jours, il a sympathisé avec l'instituteur, la boulangère, les jeunes au bistrot, le curé, et j'en passe. Il voulait rameuter tout le monde dans ma retraite, pour un festin royal suivi de réjouissances tardives.
Dehors qu'il a fallu que je les mette. Et lui avec. Halte. Silence. Je lis, j'écris, je choisis mes parasites. Moi aussi, je me cache. Marie-Laure, elle, apprécie l'amour sur la terrasse. On la connaît pourtant au village. C'est dimanche. Les voisins détournent les regards et parlent d'autre chose. Il n'y a que leur jeune fils tout juste pubère pour nous bouffer des yeux derrière la vitre de la salle d'eau, le rideau un peu retroussé. Ce rideau qui tout à l'heure nous masquera le corps de la maman au sortir du bain. Nous tenterons de deviner ses courbes en découpant des mots dans des livres d'auteurs afin de préparer quelques lettres anonymes. Nous en enverrons aux enfants, aux adultes, aux vieillards. Chacun sa lettre. Comment Coyote a limé les dents du sexe féminin, voilà ce que je raconte à mon Amazone pendant qu'elle me tette. Aujourd'hui, dernier jour. Je lis à Marie-Laure la lettre de rupture que j'ai reçue. Monsieur, suivent les arguments. Donc, je la trompe, a-t-elle appris, avec une nain folle. Sa tristesse, ses rêves dissipés, ma saloperie révélée. Signé Sylvie. Elle ne parle pas du plaisir. Pourtant, ce qu'elle en gigotait dans ces seuls moments où l'amour mérite toute sa publicité. Que de larmes! Les lettres de rupture sont des mouchoirs. Je songe à son mari. Pleure-t-il en faisant l'amour? Quel monde de gosses tragiques et de jouets piégés. Possédés, dépossédés. Je pleure, c'est vrai, mais qu'on me vole, je n'ai rien de saisissable. Pas de larmes, pas de reliques en fiole. Serrer les dents. La femme ne transmet pas la rage par contact, seulement de très loin comme depuis un autre temps. Avec Marie-Laure, nous fêtons nos adieux, c'est tout. Elle imagine Sylvie arrivant à l'improviste. Elle saurait y faire pour la consoler. Elle serait effondrée. Nous serions tendres avec elle. Pas question de pitié, pas question d'accepter tout le cirque du drame, mais du charme, de la gentillesse. Lui tresser une auréole de caresses, l'enrober de la chaleur de nos corps, éteindre cette colère possessive qui fait la honte des adultes. Ravie de sa nudité, dans ce lit où nous l'aurions installée pour la calmer, puis dévêtue en la consolant, elle se laisserait aimer. Dernière nuit, nous nous couchons. Dernière page du temps retrouvé que me lit Marie-Laure. Un chat noir traverse la chambre. Mon plexus est une souris dans sa gueule. Marie-Laure, as-tu vu ce chat? Elle me répond. Un chat noir, oui. Alors tu me rassures. Serais-tu superstitieux? Pas si tu l'as vu.